Michel, vous êtes un passionné d'histoire. Et je sais que vous avez pris de nombreux témoignages guipavasiens. Qui est-ce qui peut expliquer les événements de Crèche-Burgy le 8 août 1944? Eh bien, il faut voir que comment les événements de Crèche-Burgy et ce massacre donc, qui s'est déroulé dans ce village a été quelque chose d'épouvantable. Donc, et on imagine pour les familles. Vous vous souvenez donc du 6 juin 44, une date historique qui a constitué donc un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement en Normandie, donc une armada de bateaux donc déferle sur les côtes normandes. C'est la grande bataille de Normandie durant les semaines et les 2 mois qui suivent. Et au moment de la grande percée d'Avranches, le général américain, le général Patton, qui commandait donc la 3e armée, la 3e unité américaine, avait fait donc un pari avec Montgomery. Ce pari, c'était que dans 5 jours, il prendrait donc son bain à Brest. Mais hélas, le pari de Patton n'a pas pu être tenu, puisque les chars et les blindés donc, de l'armée de Patton ont calé devant Guipava. Dans le même temps, Hitler, du côté des Allemands, avait donné donc l'ordre au général parachutiste Ranke. Donc, il lui avait donné donc la mainmise sur l'ensemble des troupes donc allemandes de Brest. Et le général parachutiste Ranke, qui avait donc autour de lui des jeunes paras fanatisés, des parachutistes donc prêts à en découdre avec l'armée de libération, eh bien, ont mis en place une ligne de front. Sur Guipava, cette ligne de front était située à partir donc de l'aéroport. On parlait à l'époque non pas de l'aéroport, mais du camp d'aviation ou du terrain d'aviation ou du camp de l'An-Russe. Puis ensuite le Forestic, où il y avait de grosses batteries allemandes, très fortifiées. Puis donc l'allée du Visac, Crèche-Burgy, où a eu lieu le massacre. Ensuite, donc, la colline de Ménestoraland, sur ces hauteurs de Ménestoraland, quelques jours auparavant, les Allemands avaient réussi à amener donc, des canons, avaient donc augmenté leur puissance de feu donc, sur ces collines. Et les autres collines qui s'étirent vers donc l'Anse de Quéruon. Je veux parler donc comment dirais-je, des collines de Runavel et les collines de Renarroat, et avec un plan, comment on pourrait dire, un point fortifié, fortement fortifié, donc à Pyrotechnie de Saint-Nicolas. Alors vous imaginez, Guipava, donc le 8 août 1944, donc Guipava est coupé en deux. La partie est de Guipava est pratiquement libérée, j'allais dire, tandis que la partie ouest est sous contrôle allemand. Le 7 août 1944, c'est-à-dire la veille des événements malheureux, dramatiques qui se sont déroulés donc à Crèche-Burgy, les premiers éléments avancés américains sont arrivés donc à Guipava. Oh, ils sont peu nombreux, ils sont très peu nombreux. Ils sont cachés dans un champ de blé à Kérafur, donc un village donc, situé donc, à l'est de cette ligne de front. Oui. Évidemment, la nouvelle s'est répandue, des gens sont allés les voir, des Guipavasiens se mettent donc à croire que la libération les grands combats pour la libération vont démarrer. Des gens s'imaginent que les Américains vont pouvoir enfoncer cette ligne de front en 2, 3, 4 jours. Donc certains vont quitter la zone occupée par les Allemands, d'autres vont rester en pensant que les Américains en quelques jours vont pouvoir l'enfoncer. Et malheureusement, un des premiers événements, et je dirais même le premier événement, au moment où les Allemands se trouvent dans une situation d'excitation particulière, j'allais même dire, tout paraît suspect à leurs yeux. Ils voient des terroristes partout, au moment où ils positionnent donc leur armée sur cette ligne de front. Des gens, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, Guipava avait été occupé et fortement occupé pendant toute la période, les 4 années qui ont précédé donc cet instant-là qui va démarrer donc comment dirais-je, la libération de Brest. Eh bien, Guipava a été archi-occupé par des troupes régulières allemandes, mais maintenant il s'agit de soldats donc prêts à en découdre, de soldats fanatisés qui sont là sur cette ligne de front, qui ont creusé où déjà auparavant des trous et des fosses avaient été donc creusées, notamment à Crèche-Burgy. Ils sont là, positionnés dans ces tranchées depuis la veille. Donc, un simple incident, comment dirais-je, tout peut se passer, et le malheur s'abat sur le village, donc le 8 août 1944. Ici, on est très, très tranquille dans le quartier, et puis au milieu de tout, il y a eu un coup de fusil. Alors quand on vient me dire qu'il n'y a pas eu de coup de feu à Crèche-Burgy avant le massacre, je ne peux pas admettre ça.
Parce que moi, je les ai bien entendus. C'était un mardi après-midi, vers les 4h, 4h15. On était à, comme on appelait à l'époque, le collationné, collation, comme on appelait ça. Donc on se trouvait tous à table dans la maison, mes parents, et frères et sœurs. Il y a eu 2 coups de feu. Et moi, je me suis ramassé en vitesse dans la maison, là. Et 3-4 minutes après, les Allemands sont arrivés là. 4-5 peut-être. Ils nous ont sortis de la maison. Et puis on a été regroupés ici devant la citerne aussi. Et la famille Kermarek et la famille Priser. On nous a rassemblés à tous sans qu'on ait le droit de parler. Et quelque part, par là, ils ont installé une mitrailleuse face à nous. Et puis au milieu de tout, après on nous a dit de quitter les enfants et les femmes. Et ici on avait foutu le feu dans la maison en face, là, la maison en monote. Des anciens qui étaient en retraite, qui avaient dans les 70 ans, par là peut-être à l'époque, ils faisaient vieux, mais enfin nous on était jeunes. Et donc là ils ont mis le feu dans la maison. Et au bout d'un moment, ils ont séparé les hommes des femmes. Et ils ont gardé 4 hommes. Au départ, il n'y avait que 4. Il y avait mon père, Priser, 2 Priser, et Picard. Et puis moi, il y avait des chevaux qui étaient dans la crèche à côté. On m'a dit d'aller sortir les chevaux. Et après, il y a le père Monod qui est passé avec moi, avec les femmes et les enfants, par le chemin là. Et puis, on n'a gardé que les hommes. Vous aviez quel âge, Yves, à cette 14 époque? ans et demi. Donc pourquoi vous ont-ils épargné? Ah ben c'est la question. Je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des coups de feu, mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Je pense que s'il y avait eu un mort, on aurait été tous massacrés. Ce qu'il y a, quand il y avait le feu dans les maisons, les hommes qui étaient dans les champs à couper la récolte sont venus pour éteindre le feu. Et ils ont été gardés là aussi après les 4 autres. Ça fait qu'après, pour finir, il y a eu 7. Quoi. J'ai passé mes vacances chez M. Jean Hulvois à Crèche-Burgy et donc je suis venu ici pour couper les blés. On est rentré par ce petit sentier qui est une voie charretière. Bon, et on a commencé à faire le tour. Et bon, au bout d'un moment, vers le coup de 3 heures de l'après-midi, on entendait le carnage avec les Allemands en direction du Forestic. On a monté sur le talus un peu plus loin là, et on a regardé vers la direction du Forestic. Et on a vu, il y avait des champs d'Allemands, puisqu'il y avait la batterie qui n'était pas loin. Et là, on a vu les Allemands courir, et puis vraiment, ils trottaient d'un bord à l'autre. Alors quand ils ont vu la fumée dans le village, la grosse fumée, on s'est dit, il doit y avoir un incendie. Et puis Jean, il me dit, Louis, écoute, moi je m'en vais vite. D'ailleurs, il a été pris dans les otages quand je suis arrivé au village. Nous, on était déjà au pied de la citerne, au mur, comme on dit. Et donc là, ils ont mis le feu dans la maison chez nous, après. Et entre-temps, ils faisaient des grands gestes, ils circulaient d'un bord et de l'autre. Mais nous autres, avant que les voisins arrivent pour éteindre le feu, nous, les enfants et notre mère, et tous les anciens, les deux adultes, les 2 anciens retraités qui étaient là à côté, ceux-là, on nous a fait dégager. On nous a amenés à 400-500 mètres par les terres, du côté de Pramelec, qu'on appelle ça. On nous a amenés là et on a fait à peu près dans les 400 mètres. Donc, entre-temps, ils ont récupéré tous les hommes du quartier. Donc si j'ai bien compris, vous arriviez traverser le champ, vous êtes arrivé ici, et ensuite qu'est-ce que vous avez vu? Bien, après avoir traversé le champ de là, je sortais de là et j'ai monté ici. En arrivant ici à cette hauteur à peu près, j'ai regardé à gauche. J'ai vu le groupe d'otages qui était groupé là, mais ils n'étaient pas encore fusillés. Ah oui. Alors, et j'ai avancé, et c'est ici, si vous voulez bien me suivre, qu'il y avait les 5 SS qui étaient alignés ici, qui faisaient partie du peloton d'exécution. Ils étaient en tenue de parachutistes, je précise, avec des bâches et le casque et tout. Et alors, avec la mitraillette en main. Donc, j'ai suivi, ils m'ont laissé passer, heureusement. Et en face, il y avait d'autres soldats allemands qui étaient armés jusqu'aux dents, avec les fusils. On ne pouvait pas y échapper. Au moment des événements de cette journée tragique, vous aviez quel âge? J'avais 11 ans exactement.
un peu plus de 11 ans. Et voilà, et je m'en rappelle très bien, comme si c'était hier, hein, parce que vraiment ça m'a marqué, ça me restera marqué à vie, toujours. Après avoir vu le peloton d'exécution et l'alignement des otages là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Eh bien, j'ai rattrapé Hervé Hullois ici, je me demande d'où il venait, et il avait dans ses bras son fils qui avait peut-être 1 an et demi. Bon, par là, quoi. Et puis, il s'est arrêté, je me suis devant moi, et je me suis arrêté derrière lui. Pour cause, parce qu'il s'est fait arrêter par la sentinelle allemande qui était ici, derrière cette entrée. Il y a une autre sentinelle allemande qui était bas à l'autre entrée où vous voyez le portail bleu. Là, c'est là qu'habitait Jean Hullois. Voilà. Et alors, je me suis arrêté derrière Hervé Hullois, et la scène s'est passée comme ceci. Il y avait Madame Pronos qui était à la sortie de sa maison, là, un peu plus loin, là. Là, la maison n'y est plus, bien sûr. Et Madame Hullois, c'est-à-dire Jeanne Glevarec, qui était la femme de Hervé Hullois. Donc, eh ben, j'ai vu la scène. Les Allemands, ils ont arrêté Hervé et ils ont fait changer le bébé. Ils ont dit comme ça, donnez Babi à madame. Et ils ont mis le fusil derrière le dos de Hervé Hullois et ils l'ont emmené au peloton d'exécution. Peut-être 3 minutes après, on était toujours là. 3 minutes après, on entend les rafales de mitraillettes et à répétition. On a deviné tout de suite que ça y est, à peine que Hervé Hullois était envoyé au peloton d'exécution, qu'ils les ont tous fusillés, les 7 hommes. Là, arrivé à l'entrée du Charlot, on a entendu le mitraillage. On a deviné ce qui se passait. Ça s'est passé peut-être une petite demi-heure après qu'on a quitté nous autres, quoi. Nous, on continue la route sur 500 mètres, même pas 300 mètres peut-être. Et nous sommes revenus, nous sommes allés au Visac, chez notre grand-mère. Et le soir, nous sommes revenus là. Et il n'y avait plus que mon père qui n'était pas enterré. Qui les ont enterrés? 4 ou 5 voisins, je pense. Là, ce qu'on a vu, nous, c'était Colin et Scloture, Iskraïn. Et si j'ai bien compris, c'était pas 7 qui auraient dû être fusillés, peut-être 8, puisque votre père a failli être fusillé. Oui, exactement. Peut-être 8 ou peut-être 9 avec ma petite sœur que portait mon père dans ses bras. Ils ont été mis devant les otages et étaient prêts à être fusillés. Et puis ils ont eu un moment d'hésitation avec le responsable ou le chef des SS qui était avec eux. Et bon, ils ont dit stop pour cette fois-ci, mais si ça continue, on va tuer tout le monde et mettre le feu dans tout le quartier, dans toutes les maisons. Et alors après, et en conclusion, ils lui ont dit bon, maintenant vous allez enterrer vos camarades. Et il fallait que ce soit fini avant la nuit, parce qu'il y avait un couvre-feu. Et les Allemands les surveillaient de près, plus bas, là, et pendant qu'ils faisaient le trou pour les gars fusillés. Et donc, ben, ils les ont portés après, un à un. Ils ont mis les 2 pour le porter, un par les épaules, un autre par les pieds. Ils ont emmené les corps un à un. Et ils ont fait un trou de 2 mètres de profondeur sur 2 mètres de long. C'est notre père qui nous a raconté tout ça, parce qu'il a assisté à tout ce drame. Il a enterré tous les gars qui ont été fusillés, tous les otages. Voilà. Ils ont couvert tout, pour 10 heures c'était fini, il est rentré à la maison et puis plus personne ne bougeait à la maison. On n'a pas pu voir nos parents morts, quoi, si vous voulez, quoi. Ouais. Et nous autres, on est partis directement au Visac, vu qu'on avait la grand-mère qui habitait au Visac. Et on s'est trouvé pieds nus, comme il faisait très beau, c'était au mois d'août, le 8 août 1944, donc on s'est retrouvé en petit short et pieds nus, plus ou moins, et plus rien, quoi. On n'avait pas un paletot à mettre, on n'avait pas un pognon en poche, et puis le père qui avait 45 ans, il restait là après nous. Et nous, on est partis. Et on est revenu qu'un mois et demi après. Et comment on s'est reconstruit? Après, alors, pour commencer, on était pendant 4 ans dans une baraque. Et on a fait, cette maison a été construite en 1948. Ça fait qu'on est 4 ans dans une baraque avant d'avoir une maison. On ne peut pas oublier, quoi. On ne peut pas oublier. Et les Allemands, c'était pas les anciens Allemands qui étaient là toute la guerre. Ceux-ci, c'était les SS qui étaient nouvellement arrivés. Ils étaient arrivés là dans la semaine avant, un truc comme ça. Mais alors, ils étaient très nerveux. Ah ouais, ça braillait de tous les bords et ça circulait.
Et sauf le coup de fusil, on n'a jamais su qui, ni le pourquoi, mais on n'a jamais su qui c'est qui a tiré, quoi. Mais il y a eu un coup de fusil. Et sans doute, alors moi je pense une chose, s'ils ont foutu le feu dans cette maison-là, c'est que le coup de fusil a dû venir quelque part de par là, quoi. Ça fait qu'ils se sont dit, s'ils sont camouflés dans la maison, ils sont brûlés aussi, moi. Et après, quelques temps après, on a foutu le feu dans notre maison. Il n'y a eu personne, il n'y a pas eu d'enquête. Si, ils sont venus faire une espèce d'enquête en 47 après, 3 ans après, avec des photos comme quoi est-ce qu'on reconnaissait les Allemands. Vous pensez qu'on ne pouvait pas les reconnaître parce que quand ils étaient là en 44, ils avaient des casques, ils avaient la fougère pour se masquer, pour ne pas que les Alliés ne les voient, quoi. Donc ils mettaient des fougères sur leurs casques, sur leurs tenues, partout, quoi. Donc, et déjà avec leur tenue verte, donc c'était très dur. On ne pouvait pas les reconnaître 3 ans après, c'était pas possible. Parce que dans cela, moi j'avais discuté avec un le dimanche, le 6 août, et j'étais à prendre l'eau dans la citerne justement, qu'on était au pied là. Et il est venu m'éjecter, un jeune, et il me dit, hey, Raoult, dégage, quoi. On savait ça parce qu'on avait vécu quand même avec eux 4 ans. Donc on connaissait, comme on était jeunes, on apprenait assez vite leur langue. Et là, il m'avait expliqué qu'il avait que celui-là, le dimanche, donc 6 août, il m'avait expliqué qu'il avait que 16 ans et demi. Donc il n'avait que 4 ans de plus que moi, qui n'en avait même pas 12. Et il était armé grenadière, cartouchière, alors armé jusqu'aux dents, quoi. Mais très très désagréable, mais après quand même il avait parlé avec moi. Et on s'était compris parce qu'il m'avait dit qu'il avait 16 ans et demi. Donc lui parlait français peut-être, ou moi je comprenais plus ou moins l'allemand, je ne sais pas, mais enfin ça s'est passé comme ça. Donc ils étaient déjà sur le qui-vif le 6 août, quoi. Ah, ouais. Pourquoi bon, c'était la finale, quoi, hein. Ils se rendaient bien compte qu'ils étaient cuits. Et une bonne chose d'ailleurs, entre parenthèses. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est des trucs qui restent ancrés, quoi. On ne peut pas oublier des choses comme ça. Du 8 août au 20 septembre, il n'y a eu personne ici à Crèche-Burgy. Alors, quand on est revenu, il n'y en avait plus de maison, il n'y avait plus de crèche, il n'y avait plus rien. Ouais. Alors, tout était à refaire. Jean, Oui. en 1944, vous étiez jeune. Comment se fait-il que vous n'avez pas été pris? J'ai pensé plusieurs fois qu'on aurait pu être passés tous, quand l'Allemagne était avec sa mitrailleuse, là, en face, là, et nous, on était ici, aussi bien on aurait été comme Pengueric, on aurait pu passer tous. Mais comme on a dit aux enfants et aux femmes de partir, et moi, comme j'avais des chevaux à sortir, je suis passé avec les femmes après, mais j'avais 17 ans à l'époque. Ça fait que, tu vois, et j'ai mon collègue Yves Glavarec qui était dans les champs, qui est venu éteindre le feu, il a 18 ans, et c'est à peu près comme moi, et il est resté là. Et moi, si j'étais arrivé après, je serais resté là. Voilà, parce que c'est quand il y avait le feu que les gens sont venus ici, quoi. Et puis pour finir, c'est tout ce qui sont restés arrivés là, ils ont resté passés, quoi. Les Allemands, ils sont arrivés donc au village de Crèche-Burgy, mais on peut penser qu'ils n'étaient pas très loin. Ils étaient là, ils avaient fait des tranchées tout le long des prairies, là, en pensant que les Américains étaient venus par là. Et puis alors, comme ils étaient là dans les tranchées, ils savaient la passer de la route jusqu'à assez loin. Tout était fait depuis longtemps, les tranchées. Mais alors, ce qui est rigolo, nous, on est arrivés les Américains dans les Huisac, et les Américains sont venus par là, alors que les tranchées étaient faites par là. C'est rigolo qu'ils sont venus par l'endroit qu'ils avaient prévu, les Allemands. Ça fait que quand il y a eu les coups de fusil, ils n'étaient pas loin, parce qu'ils étaient à 150 mètres là. Et en attendant les Américains arriver. Comme les Américains étaient déjà à l'Hermine le 7 août, ils n'étaient pas loin plus, hein. Ouais, voilà comment, et ça fait que pour nous. Et alors, en plus, ici, il y avait une autre chose, les Allemands qui étaient là avant ceci, et mon père avait été jusqu'à Morlaix, et tous les voisins, et il y a l'équipe qui était là avant. Ici, c'est les parachutistes qui sont venus pour les remplacer. Ils n'avaient que 3 ou 4 jours qu'ils étaient là, ceux-là. Il avait été jusqu'à Morlaix, et de là, en revenant, après, il a été réquisitionné, si on veut, avec une autre équipe, qui l'ont amené jusqu'à la presqu'île de Crozon. Et là, il est rentré, je le vois toujours rentrer, comme si c'était hier, ça alors, puisque je le vois rentrer, il était avec son cheval et sa charrette, et il avait mis le talben qu'on appelle de l'arrière, il avait mis ça à travers sur les 2 côtés, comme ça il était assis dans sa charrette. Et quand il est rentré dans la cour, il pleurait de joie tellement il était content. Le samedi soir, il était peut-être 9h du soir, c'était en plein été, donc c'était à 9h du soir peut-être. Ouais. Et pour se faire fusiller 3 jours après, c'est malheureux qu'il n'aura pas été resté au moins 3 jours de plus, quoi. Bon, enfin, c'est ça. Et
Et comment ça je me rappelle aussi. La dernière parole que j'ai entendue de sa bouche, comme on dit, il a demandé à ma mère « Tout d'abugale zoahe Marie ». Donc, est-ce que tous les enfants, je vais traduire en français, est-ce que tous les enfants sont là? Et voilà tout ce que je me rappelle très bien d'avoir entendu les dernières paroles que j'ai entendues de lui. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Reposez. Repos. Monsieur le maire, monsieur le représentant du préfet maritime, mesdames, messieurs les élus, messieurs les représentants des familles, messieurs les présidents d'associations, messieurs les porte-drapeaux, messieurs, mesdames, merci d'être présents aujourd'hui. Voici 65 ans que l'armée allemande a commis le massacre de Kreaș-Bărghi à l'encontre de 7 habitants de ce hameau. Au cours de son allocution, le major de réserve Richard Wickerzheimer rend hommage également à 6 autres victimes, habitants de Toraland et Lavalotte, arrêtés à la même période par les Allemands. Un seul corps a été retrouvé, les 5 autres sont portés disparus. Pour conclure, je dirais ne rien oublier, mais ne plus haïr. Voici 8 ans qu'une stèle a été inaugurée à proximité de l'endroit du drame, en présence des familles, des voisins et amis de nombreux Guipavasiens venus rendre un hommage solennel aux victimes de la barbarie nazie. Cette stèle, taillée dans une pierre en provenance du chœur de l'église paroissiale, alors incendiée, perpétue le souvenir de nos 7 concitoyens morts pour la France. Le plus jeune avait 18 ans. Le mois d'août 1944 aura été le plus sanglant, le plus barbare de l'histoire récente de notre ville. Appel des morts. Yves Clévarec. Mort pour la France. René Kermarec. Mort pour la France. François-Louis Prizère. Mort pour la France. François Prizère. Mort pour la France. Hervé Hullois. Mort pour la France. Jean-Marie Hullois. Mort pour la France. Émile Picard. Mort pour la France. Joseph Gauguer. Mort pour la France. Pierre Ménès. Mort pour la France. Paul Ménès. Mort pour la France. Olivier Ménès. Mort pour la France. Pierre Labatte. Mort pour la France. Louis Jacolot. Mort pour la France. Aux morts. François Kermarec, petit-fils de René, l'un des 7 fusillés à Kreaș-Bărghi, a repris l'exploitation familiale. Chaque jour, son travail l'amène à sillonner ce chemin charlou par où Jean, son père, ses oncles et tantes, ainsi que d'autres habitants du village, ont échappé au massacre de cette terrible journée d'été de 1944.